Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 383. Aujourd'hui on parle MMA avec notre invité, il est le tout nouveau champion du Cage Warriors en moins de 57 kg grâce à sa victoire sur Shaj Haq le 6 décembre dernier à Newcastle. C'est la première ceinture française dans l'organisation depuis Morgan Charrière en 2020 et on la doit donc à Nicolas Leblond qui est en studio avec nous. Salut Nico et merci d'être en studio, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation et content d'être avec vous. T'es venu avec la ceinture d'ailleurs, ouais. Qui est juste à côté de toi. Voilà, on a fait tout un petit stratagème pour pouvoir faire en sorte qu'elle tienne debout. Elle n'est pas autour de ta taille cette fois-ci, mais tu l'as quittée depuis la victoire quand même. Tu la laisses un peu à la maison. Non, je la laisse un peu à la maison. Je la laisse un peu à la maison. Je me suis un peu baladé avec dans les clubs forcément un petit peu, mais normal. Mais encore, je suis pas tant passé que ça. Pour l'instant, je me suis reposé. Bon, en tout cas, là, elle sera avec toi durant tout cet épisode du RMC Fighter Club. Et pour revenir en détail sur ce combat, sur ta carrière, mais aussi sur ce qui t'attend dans les prochains mois, on a Anto Sterpini de la rédaction RMC Sport qui est avec nous. Ça va Anto? Bah ça va, et toi ça va, parce que t'as pris un peu de vacances, t'es parti en Roumanie. Ouais, j'ai fait Roumanie, j'ai même fait un peu de Miami, on va dire. Donc c'est vrai que la transition entre les deux elle est un petit peu rude, mais en tout cas j'ai fait un petit peu des deux. Petit bronzage très léger, mais bon voilà, il a pas fait très beau dans les deux destinations où je suis allé. Donc, la petite peau de bête effectivement. Toi t'es venu avec une ceinture quand même ou... Juste la mienne, mais elle est pas aussi lourde que celle-ci. Voilà. Bon, je suis entouré de deux gars qui ont des ceintures, alors ça rassure. Allez, en tout cas c'est parti pour un MC Fighter Club avec le champion de l'une des plus grosses organisations européenne qui nous fait le plaisir d'être notre invité aujourd'hui. Oh ben voilà. Et ben voilà, c'est ce qu'il fallait, c'est maintenant ou jamais. Allez Nicolas, il faut accélérer. Il peut l'avoir, il a le temps, il peut l'étrangler, il peut le finir au sol. Allez, il est sur tout le monde, il défend pas, Shajak, ça va le faire, Lucie, il n'a pas défendu. L'étranglement est placé, il va être obligé de taper, il a fait taper, incroyable, on vous l'a dit, sur un coup il peut changer la donne. Et il l'a fait Nicolas Leblond, waouh. Approché de la fin du combat, il est en train de perdre ce combat et sur un crochet du gauche, c'est ce coup qui marche le mieux pour lui depuis le début de ce combat. Il arrive à le connecter derrière l'accélération et l'étranglement arrière, waouh, quelle victoire, on a un nouveau Français champion du Cage Warriors. And the new Cage Warriors flyweight champion of the world, Nicolas Et comme d'habitude, je vous rappelle que si vous voulez vous abonner, si vous voulez suivre tous nos podcasts, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Évidemment, on se fera un plaisir de vous lire et de suivre aussi ce que vous nous proposez. Nico, déjà, réentendre un petit peu ce qui s'est passé avec Lucie Berthaud, Antoine Simon qui était aux commentaires, même si je pense que tu as déjà revu ton combat, que tu as peut-être réécouté les commentaires. Qu'est-ce que ça te fait? Ça te procure encore des émotions quelques jours après? Ouais, quand même. À l'instant T, pas forcément, mais c'est vrai que quand je revois les images, quand je regarde un petit peu, c'est vrai que c'est un moment qui restera gravé dans ma tête, je pense, pendant un bon petit bout de temps. Ouais, c'est le meilleur moment, le meilleur souvenir, le meilleur moment de ta carrière à cette heure-ci. Je pense que ça restera, pour l'instant en tout cas, le meilleur souvenir, même si j'ai eu des bons combats, j'ai eu des bons souvenirs. Hein. Je suis quelqu'un qui arrive à apprécier le moment tout de même, mais là, je pense que c'est indétrônable. Voilà. Ouais, il y a une physionomie de combat assez dingue. Hein. On l'a entendu aussi aux commentaires d'Antoine et Lucie, parce qu'ils disaient ce combat était perdu et finalement, à 49 secondes de la fin, tu réussis à étrangler Haq. On va revenir en détail sur tout ce qui s'est passé. Il faut donc rappeler, Anto, que ces deux-là, ils devaient s'affronter depuis un petit moment. En juillet 2024, c'est là que ça a commencé. Puis en novembre de la même année, finalement, ça a dû être repoussé 2 fois. Il y a eu des circonstances qui ont fait que Nico a dû attendre pour avoir ce moment-là. Finalement, il a été récompensé de son attente. Mais il y a certains moments où on s'est dit, on l'aura peut-être jamais ce fight. Mais c'est exactement parce que Nicolas était venu au Fighter Club Sunday la semaine d'avant son combat. On avait un peu discuté en off et même lui, je mens pas quand tu dis que même toi, tu pensais que ce combat-là allait jamais se faire. Ouais, il y a un vrai moment où je me suis dit peut-être qu'il doit pas se faire ce combat même. Il y a un moment où tu te dis bon,
peut-être que rien n'est aligné pour faire ça, donc ne le faisons pas. Mais bon, finalement. Parce que le premier combat, c'est lui qui se retire du combat. Et même toi, ça a été compliqué de te rebooker sur la carte parce que tu devais prendre Hack pour la ceinture. On te dit non, tu vas prendre Malekpour. Et Malekpour, lui aussi, ne peut pas faire le combat. Donc, tu combats en prélim. Et non pas en 57 kg, mais en 61 kg. Ouais, en vrai, il y a eu même plus d'annulations que ça. Il y a eu Malekpour, effectivement, où là, c'était un titre intérimaire qui m'avait proposé, donc je serais resté haut dans la carte. Et après, il m'avait trouvé... il y a eu... en tout, je crois qu'on a eu 5 propositions, 3 qui ont accepté et qui se désistaient le lendemain. Franchement, c'était un calvaire. Et même mentalement, c'était dur de rester dans le truc. On me disait... Ah, tu veux ce gars-là? Vas-y, go, c'est parti. Le lendemain, ah non, finalement, ils veulent pas signer. Et puis, ça s'arrêtait jamais. Ça s'arrêtait jamais. Et c'est à 6 jours de l'événement qu'on me propose quelqu'un qui est pas classé dans la catégorie du dessus, qui est jamais passé au Cage Warrior. C'était psychologiquement pas super simple. Mais au moins, j'ai eu l'occasion de combattre sur cet événement quand même. Et surtout, la deuxième fois, après, c'était dû à la météo. T'as pas pu te rendre. Ça, c'est dur, ça. C'est vrai qu'à ce moment-là, 2 fois ces 2 annulations-là, tu te dis quoi? C'est que au final, ce combat, je l'aurais jamais, vaut mieux passer à autre chose? C'est ça, à un moment, on s'est vraiment dit ça. On s'est dit que est-ce qu'on a vraiment besoin de la ceinture? Je suis sur une grosse série de victoires, j'ai des finishes, j'ai en soi certaines choses pour pouvoir passer au-dessus. En plus, on sait que le contrat, quand on a la ceinture au Cage Warrior, est assez bloquant. Donc du coup, on avait cette option de se dire est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Ça reste un profil fort en plus, ça nous fait encore attendre, ça nous fait faire un 5x5. Donc c'est pour ça que j'affronte le Brésilien entre-temps. C'est qu'on se dit potentiellement prendre un combat qui est en 3x5 et pouvoir enchaîner avec le FC Paris potentiellement en septembre, plutôt que d'aller chercher un combat qui va être difficile, qui va être long en tout cas. Même si ça peut se finir avant, mais ça aurait pu être un 5x5 et enchaîner directement 2 mois après, ça restait compliqué. C'est vrai, parce que aussi dans le Fighter Club Sunday, j'étais en plateau ce jour-là, tu étais venu, il y avait Greg MMA qui était aussi avec nous, et c'était avant l'UFC Paris. Donc là, clairement, l'objectif à ce moment-là, c'était l'UFC Paris. Est-ce que ça a été aussi mentalement, tu parlais de moments difficiles parce que tu attendais ce combat pour la ceinture qui finalement ne se concrétisait pas. Est-ce que de ne pas être sur cette carte de l'UFC Paris que tu visais, ça aussi, ça a été un revers? Ça a été un revers, mais peut-être moins que l'année précédente. L'année précédente, il y avait un combat dans ma catégorie où on m'avait assuré que j'étais en remplacement et j'avais fait le poids. Enfin, j'étais prêt pour le cutting, même j'étais prêt à faire. J'avais fait le cut jusqu'à la dernière minute et j'étais prêt à remplacer si l'un des deux faisait pas au poids. Et ça avait fait partie des stratégies pour signer parce qu'il y avait un combat dans ma caté sur la carte. Donc là, vraiment, il y avait une petite désillusion où je m'étais dit ça peut passer. Et on l'a déjà vu, qui rate le poids, je me pointe à la pesée, j'étais à côté à l'hôtel. J'y vais, let's go, c'est parti. Et donc ça, c'était un peu plus dur parce que je m'y voyais. À l'époque, on disait qu'on ne montrait pas de catégorie pour signer à l'UFC. Ça a changé. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais c'est un truc qui a changé maintenant. J'accepte les short notice 61 pour l'UFC. Donc, à voir ce que ça donne. Ok, donc des évolutions. Et est-ce que là, concrètement, on va revenir sur le combat de manière détaillée, mais tu étais à 49 secondes de perdre le combat parce qu'il avait de l'avance sur les rounds, sur le scoring. Est-ce qu'à ce moment-là, tu dis tous ces sacrifices, toute cette attente pour en arriver à un moment où finalement je le combats et je vais arriver à une décision où je vais être donné perdant? Est-ce que quand tu abordes ce dernier round, c'est quelque chose à laquelle tu penses concrètement? Non, en vrai, quand je sors du combat et que je prends mon téléphone, j'ai mis du temps à prendre mon téléphone quand même, mais j'ai pas cette sensation entre guillemets que je perds les rounds, et mes coachs me le disent, même s'il y a certains rounds où c'est peut-être un peu plus serré, où il y a peut-être un débat à avoir, mais bon, ça reste à son avantage. Mais j'ai eu l'impression quand j'entendais les médias français en général que j'avais fait une Edwards et Kamaru Usman contre Leon Edwards. Il y a eu vraiment une domination nette et totale. J'ai pas eu cette sensation dans le combat et mes coachs non plus en soi. Et j'ai l'impression que même si par le volume de frappe, ils gagnent les rounds, je me sens plus dangereux sur l'ensemble du combat. Et chaque round, je me dis
la distance elle se raccourcit, j'ai de plus en plus le timing, il va tomber. Et j'ai l'impression, j'ai cette sensation, c'est pas une impression, c'est une conviction que vraiment il va tomber. Et il y a eu des combats où j'ai douté et où je me suis dit vraiment faut que j'accélère, je vais perdre ce combat. Ouais. Et j'ai pas eu cette sensation-là. Je sais pas trop à quoi c'est dû, mais en tout cas, j'avais l'impression que ça allait marcher. Et je sentais que mes frappes touchaient de plus en plus. Et à chaque fois que je connectais un peu, je sentais que ça allait passer et que ça faisait des dégâts quand même. Allez, on va prendre la loupe, on va rentrer dans ce fight qui t'a vu donc devenir le champion du Cage Warriors en moins de 57 kilos, Hack contre Leblond donc pour la ceinture des poids mouches. Anto, c'est le genre de combat concrètement dont on se souvient parce que c'est ce qu'était en train de décrire Nico, il avait plus le choix à ce moment-là et on était à 1 minute de la fin et voilà, si on allait à la décision, c'est certainement Hack qui allait repartir avec cette ceinture. Ça reste dans les esprits quoi qu'il arrive. Tu parlais de ce combat de Leon Edwards, on peut aussi penser à Pereira contre Adesanya qui avait fait une performance un petit peu similaire où on s'en souvient parce que c'est la physionomie, c'est l'impact, c'est le résultat du combat qui change en un éclair de seconde alors que la messe semblait être dite. Pour pas te cacher, on avait 1000 combats. Moi, j'étais arrivé un petit peu avant parce qu'on travaillait sur l'UFC à ce moment-là. On arrive un petit peu avant pour regarder ton combat. On regarde les 4 premiers rounds. On est tous unanimes dans la rédac pour dire là. Enfin, faut vraiment terminer dans le 5e round parce que on voit pas en plus une décision te la donner. Donc on a un peu ce sentiment en plus. Il y a le côté chauvin. On est français, donc Ousmane Edwards, on regarde un peu de loin. On a vraiment ce sentiment de faut finir ce combat-là et même le Cage Warrior aussi parce que je sais pas si tu as regardé récemment les tweets ou les publications du Cage Warrior quand ils remettent ton combat, ils disent le comeback du siècle. Ouais. Le meilleur comeback jamais réalisé au Cage Warrior. Donc ça montre quand même à quel point donc ta performance elle est haute et aussi à quel point les 4 premiers rounds ont été à son avantage. On peut surtout revenir sur le premier et le 2e round où ce qu'on voit nous, et peut-être tu as ressenti ça toi aussi ou peut-être tu l'as pas ressenti, ce que tu vas nous dire, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce R1 R2 où on sent en fait Hack au-dessus et que toi t'arrives pas à trouver la distance et pas tellement à le toucher. Stratégiquement, pour revenir sur la partie game plan, sur le 1 et le 2, on a prévu d'être un peu plus aérien. J'avais bossé pour être capable, si ça se passait dans les meilleures conditions possibles, de rester aérien sur 5 rounds. Je suis capable de faire, je bosse pour ça et je m'entraîne dur sur la partie cardio pour être là de la première à la dernière minute d'un combat et je trouve que c'est vraiment important dans un combat. Donc en vrai, on commence le combat comme ça parce que c'est toujours plus facile de défendre des frappes quand on est très aérien sur les appuis. Et en plus, on le voit, même si il prend les rounds 1 et 2, il y a peu de danger. En réalité, il y a peu de frappes qui me mettent... il n'y a aucune frappe qui me sonne. Il y a peu de phases où je me sens vraiment en danger. Et à contrario, dans mon style, et c'est un truc qu'il faut que j'arrive à corriger, il y a des éléments qui sont mis en lumière sur ce combat-là et ça va m'aider pour la suite de ma carrière. Et je pense que c'est un bon combat référence pour progresser. Mais il y a plein de phases dans ces 2 premiers rounds où j'ai l'occasion de contrer, où finalement il y a quelques crochets du bras avant qui passent, il y a quelques phases en contre-attaque où ça passe pas si loin que ça, mais c'est vrai que j'engage peu sur ces 2 premiers rounds, donc ça fait cette sensation de domination, mais en réalité je calibre dans ma tête. Et peut-être que d'une manière générale, je reste trop focus sur le fait de me dire je vais avoir la contre-attaque parfaite et il va tomber. Et je m'enferme un peu trop là-dedans, mais je me sens pas en danger et je me sens même plus le mettre en danger. Et Jean dans le coin me réveille et me dit je sens que tu calibres, t'es bien et tout, ça va passer, tu vas l'éteindre. Et me le dit régulièrement, tu vas réussir à l'avoir. Mais faut mettre plus de volume, il faut qu'on gagne des rounds. Mais est-ce que Antoine et Lucie, dans le premier round, à l'issue du premier round, d'une certaine retenue, est-ce que c'est ce que tu as dit à demi-mot finalement? Si tu parles de je calibre un petit peu, il y avait une sorte de retenue dans ce premier round. L'enjeu peut-être, le style de Hack auquel tu t'attendais pas au début du combat. Le style, j'aurais aimé un peu plus imposer de bras avant, même si l'objectif c'était pas de rentrer dans une guerre dès le début non plus. Ça restait mon premier 5x5, même si. Et puis c'est toujours dur surtout sur un profil atypique comme Hack, c'est compliqué de
de se dire de partir dans une guerre dès le début, surtout que lui c'est pas son style et qu'il va, il va contrer quand même très bien. On l'a vu sur les KO qu'il a pu mettre, c'était souvent sur des contre-attaques, donc il reste assez tactique et si on s'engage trop, il contre. Donc du coup il y avait quand même plein d'informations à avoir. Je dirais pas forcément que j'avais de la retenue, c'est juste dans ma manière aussi de boxer, j'attends plus de contre que j'initie en général. Et ça, il y a certains points sur lesquels il faut que ça change. Toi, Anto, c'est quoi les points forts que tu as relevés chez Hack qui ont pu gêner Nico au début du combat? Il y avait sa gestion de la distance que j'ai trouvé quand même très bonne. Ouais. Et du coup, c'était aussi beaucoup grâce à son bras avant. Et il arrivait à te tenir à distance grâce à ça. Moi, c'est le principal truc que j'ai noté en regardant le combat ce matin. C'est de me dire, c'est vrai que cette gestion de la distance, elle a été très bien gérée de la part de Hack. Bah, sur les 2-3 premiers rounds, ça a été très bien géré de la part de Hack. Et voir aussi quelque chose avec toi, Nico, j'ai l'impression que Hack, il est beaucoup plus fort physiquement qu'il n'y paraît. Dans les échanges que tu as eu avec lui, que ce soit au corps à corps, un peu clinch ou collé à la cage, il est vraiment si fort que ça? Je dirais pas de la force à proprement parler. J'ai eu des profils plus forts physiquement, plus durs. Juste, il se place très bien. Il est très réactif, il rentre très vite défensivement. Il se place déjà très bien avec les hanches et avec les bras. Et du coup, ça me mettait en retard. Et en vrai, défensivement, c'était fort en lutte. Et qu'est-ce qui t'a choqué Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce combat, t'étais pas prêt de sa part? Ou vous étiez tellement préparé que tout ce qu'il savait faire... non, en vrai, il n'y avait pas d'aspect qui nous a choqué tant que ça. Après, c'est vrai que dans l'ensemble des combats que j'ai pu faire dans ma carrière, il n'y a jamais un adversaire que j'ai pas amené au sol. J'ai toujours, et c'est peut-être aussi un aspect que je dois améliorer, mais souvent j'ai scoré les rounds par de la lutte. Soit j'arrivais à vraiment mettre un down, une vraie frappe significative dans le combat, soit j'arrivais à amener au sol, et du coup je scorais mes rounds comme ça. Et c'est vrai que dans l'ensemble de ma carrière, même sur des mecs qui, sur le papier, défendaient très bien, j'ai toujours réussi à amener au sol. Et là, c'est vrai que sur les tentatives, il est très réactif. Il est dans la bonne distance, et même quand il y a eu des fois où j'avais le bon timing, et on sentait qu'il était vraiment, je sentais vraiment qu'il était très très réactif défensivement et qu'il se plaçait très bien, et que ça aurait été une prise de risque de rester entêté sur la lutte. Ouais, ok, donc du coup ça s'est beaucoup joué en striking évidemment, ça a été la base de ce combat. Tu parlais aussi de cette volonté de vouloir contrer. Qu'est-ce qui t'a empêché de pouvoir contrer justement? C'était cette gestion de la distance dont on parlait qui était bien gérée de sa part, et c'est ça qui, notamment sur les R1, R2, t'a empêché de pouvoir mettre des contres en place? Ouais, il y a de ça, il y a de la gestion de la distance, et puis il y a de la vitesse. Il va vite. Très réactif. Il va vite, très réactif. Je pense qu'il m'avait très bien préparé. Tactiquement, je pense qu'il m'avait très bien préparé. Il y a plein d'aspects qu'il ne fait pas dans les autres combats et qu'il a rajouté pour moi. Donc, il avait un game plan qui était très prêt. Il se méfiait beaucoup du bras arrière. Il cherchait même à le contrer par moment. Il n'a pas eu d'occasion de le contrer. Mais je voyais à ses réactions qu'il cherchait le contre sur mon bras arrière. Souvent, on dit qu'il ne faut pas se préparer pour l'adversaire, mais qu'il faut faire en sorte d'avoir... une contre-attaque, une défense sur son point fort. Pour, je sais pas, sur un partenaire qui a un super high kick, et dire sur ce high kick, il faut que je le punisse à chaque fois qu'il l'envoie pour pas qu'il s'installe par ce côté-là. Et je pense que là, qu'il avait fait un peu cette règle-là sur mon bras arrière. Tu dirais qu'il a fait le combat parfait contre toi? Ouais, en vrai, stylistiquement, je pense que c'est le combat parfait. Stylistiquement, c'est le combat parfait. Ça veut pas dire que ça marchera sur l'ensemble des gens. Et en vrai, je pense qu'il y a vachement cet aspect-là dans notre discipline. Il y a vraiment une histoire de style et une histoire de position. En fonction des catégories et des personnes qui sont au stop, à ce moment-là, on peut monter plus ou moins dans la catégorie. On peut prendre des exemples comme un José Aldo. Le top, quand il fait tout son run et toutes ses défenses, c'est principalement des anciens lutteurs qui deviennent des strikers. Et on connaît la défense de lutte de Aldo. Et c'est un bon exemple parce que c'est parlant et que tout le monde voit Aldo, mais c'est souvent ça, des fois, dans la carrière d'un combattant, les oppositions peuvent faire que certains profils, même s'ils sont moins forts que d'autres, peuvent poser problème. Et ça, il n'y a pas forcément de règle. Il y a des éléments techniques et des bases qui font que, mais il n'y a pas forcément de règle.
Justement, sur cette défense de lutte, puisque tu en parlais, c'est une donnée qu'on a pu constater en début de combat où tu y allais 2 fois, je crois, dans les 2 premiers rounds. Ouais. Finalement, lui défend très bien et c'est même lui qui a réussi la première amenée au sol en toute fin de deuxième. Donc, tu as réussi à te relever assez vite. Mais il t'envoie une information mentale ou pas à la fin du deuxième round en disant Nico, viens pas dans ce domaine-là parce que je vais réussir à défendre ces défenses de lutte si tu reviens. Je pense que quand offensivement, tu vois, il m'envoie cette information. Mais je la prends pas tant en compte que ça. Je l'ai fait, je sais pas si tu te souviens, si tu avais regardé mon combat contre l'Italien Michelangelo Lupoli, là, qui défendait très bien la lutte. Et on s'en est vachement servi pour le laisser alerte de ce côté-là. Et je trouve que c'est une donnée qui est importante. On fait du MMA, on ne fait pas de la boxe. Et même si de temps en temps... pour défendre, ça lui laisse quelque chose en tête de se dire il faut quand même que je sois réactif sur mes jambes, sur mes bras pour défendre la lutte. Donc dans tous les cas, dans quasiment tous les rounds, j'ai quasiment shooté une fois à chaque round, même dans le dernier. Ouais. Il y a aussi ces low kicks sur lesquels il a travaillé en essayant de taper sur ta jambe avant. Ça, c'est une donnée aussi que tu as pris en compte. C'est une donnée est-ce que lui, en fait, je pense qu'il était beaucoup plus dans la volonté de scorer, là où toi, tu voulais faire mal. Toi, tu visais plutôt le KO, tu visais plutôt le finish, certainement dès le début du combat. Donc, essayer de contrer, même si tu as eu du mal à mettre tes contres en place dès le début. Lui voulait scorer. C'est ce qu'il a fait pendant tout le combat. Malheureusement pour lui, il a trouvé un os à 49 secondes de la fin. Mais ces low kicks, ça a aussi été une information que tu as pris en compte et sur laquelle tu t'es adapté pour la suite du fight? Non, en vrai, je les ai... Il t'a pas fait mal? Ça m'a pas fait si mal que ça et du coup, j'ai pas eu à m'adapter. Je marque, mais sur le combat, je le sens absolument pas... enfin, je sens que ça fait des frappes, tout est relatif. Mais c'est pas... mon dernier combat, mon combat d'avant contre le Brésilien, qui en a mis quelques-uns également, je remets ma jambe dans l'axe et j'en bloque après parce que... Je sens que c'est low kick touche. Là, Hack, il mettait vraiment des touches pour toucher, même s'il y avait de la puissance. C'était vraiment des frappes pour scorer, comme tu dis. C'est vrai. Et encore une fois, malin de sa part, 5x5, ça se gagne, ça se gagne aussi comme ça. C'est clair, et ça a fonctionné, Anto, parce que là, pour le coup, si on doit mettre 2 rounds assez clairs pour Hack, je pense que c'est les 1 et 2. C'est à partir du 3 que ça commence à tourner un petit peu, et c'est là que l'opposition devient plus féroce pour lui. Mais quand on sort du deuxième round, clairement, on est à 2-0 pour Hack, et tu parlais de la sensation après les 4 premiers rounds, en se disant, bon là, c'est vrai qu'il a l'avantage, mais ces 2 premiers-là, tu dis, mais punaise, il est bien préparé quand même. Mais c'est justement ce que disait Nicolas, les 2 premiers sont clairs, parce que l'activité, il est plus actif. On sent que même si toi tu peux faire plus de dégâts quand tu touches, il faut toucher. Et dans ces 2 premières rounds, c'est un peu moins précis. Là où par contre, dans le 3e et 4e, plus la fatigue avançait et plus toi, dans la gestion de fatigue, tu étais meilleur. Tu arrivais plus à le toucher, les frappes faisaient plus de dégâts. Tu le vois, en fait, son visage change. Tu le disais, un 3e round au milieu. Vraiment, c'est vraiment, milieu du 3e à round. Mi-combat, pile à mi-combat. Mi-combat, où la fatigue commence vraiment à descendre, toi, ta gestion de fatigue est beaucoup plus importante et mieux gérée. Et toi, tu le sens à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un moment dans ce combat où tu te dis ça y est, c'est bon? Là, il chute chute d'énergie et c'est pour moi. On le fait à l'envers dans notre sensation, en tout cas avec mes coachs. C'est-à-dire que dans les 2 premiers rounds, on était volontairement un peu plus aérien. Et Hack, sur ses combats, il s'est fait beaucoup marcher dessus. Et ça ne le dérange pas tant que ça de s'être fait avancer dessus. Donc on ne voulait pas forcément partir dans cette dynamique-là, parce qu'il la gère bien. Il la gère bien. On a vu sur ses défenses de titre, pour des gars qui sont quand même dans le top européen, et on l'a vu réussir à tenir 5 rounds comme ça. Donc, c'était pas forcément la physionomie dans laquelle on voulait démarrer le combat. À partir du 3e round, je suis moins aérien, et c'est pas parce que je suis fatigué, c'est simplement parce que je veux plus avancer, parce que j'accepte en plus les échanges. Jean, dans mon coin, me dit... Jean Ndoye. Il me dit vraiment... commence à accepter les échanges, bloque ses frappes, marche un peu plus dessus et commence à prendre le centre. Ok, c'est ça, mais c'est ça que tu as bien fait, prendre le centre. Donc en gros, tu avais la volonté d'ancrer un peu plus tes appuis, d'accepter les coups pour les rendre de manière plus forte. C'était ça la tactique. C'était prévu avant le combat, ça ou alors c'est à la fin du 2e round que vous avez réadapté ce sujet-là? Non, en vrai, ça fait partie de mes qualités.
Justement, je pense défensivement, je suis capable de faire quelque chose d'aérien où je suis capable de faire des retraits sans prendre trop de risques, mais je suis aussi capable de bloquer. C'est moins commun, en tout cas en MMA, les profils qui bloquent. Comme on peut voir en anglaise, vraiment avec les mitaines, c'est un peu plus dur. Mais c'est un truc que j'arrive bien à faire. Après, j'aurais voulu plus répondre que ce que j'ai pu faire et ça m'aurait peut-être encore plus donné cette sensation de domination et ça l'aurait forcé à un peu plus s'engager. Mais ce qu'il faut voir, c'est que même quand j'ai ancré mes appuis et que j'ai un peu plus mis la marche avant, il me laissait peu arriver dans cette zone-là. Ouais. Donc, même si dans la sensation, on a l'impression qu'il donnait le rythme, je trouve qu'il s'adaptait vraiment à ce que je faisais. Dans le sens où il ne voulait pas se retrouver dans une certaine distance. Et dès que je me retrouvais dans cette distance, j'entendais même son corner. Il voulait soit qu'il bouge, soit qu'il frappe. Mais il ne voulait pas rester dans un endroit fixe à un moment donné pour que je puisse soit enclencher, soit calibrer un contre. Ouais. Et du coup, il y avait toujours une action. Il se retrouvait bloqué. Il faisait une action, soit un décalage, soit une tentative, soit une feinte, soit quelque chose. Et il voulait jamais se retrouver dans cette phase. Sauf qu'au bout d'un moment, ça reste fatigant. C'est ça. Et moi, je prenais de plus en plus de risques pour avancer et pour trouver les bonnes frappes. Ouais, mais je pense qu'on partage tout ça, parce que c'est ce que tu commençais à dire, Anto, mais son visage change un petit peu, ses expressions de visage changent un petit peu, son attitude corporelle, je le trouve beaucoup moins aérien, beaucoup moins bondissant, beaucoup moins explosif, et il se recroqueville un petit peu, donc tu sens qu'il y a beaucoup moins de confiance, et que la confiance, elle est en train de changer de camp à ce moment-là. Ouais. Ah, mais tu sens qu'il subit, en fait. Ouais. Il subit de plus en plus le combat, tu disais, tu mettais plus la pression, donc lui, il subit, il se recroqueville sur lui-même, et il disait très bien Nicolas, les déplacements, fatigue énormément, il est peut-être pas habitué à autant de pression, faut le dire aussi, il a l'habitude de se faire marcher dessus, mais est-ce que ta pression c'est la même que ses anciens adversaires? Je sais pas, est-ce que tu frappes aussi fort que ses anciens adversaires? Je pense que rapidement dans le round 3, mais même dans le round 1 et 2, je pense qu'il y a eu peu de bras arrière qui sont passés significativement, ou en tout cas dans les gants, mais ça reste différent. Mais il y a le crochet du bras avant qui est passé plusieurs fois, et on voit quand même sur le visage d'un adversaire pendant le combat, c'est des choses que, en tout cas, je regarde. Et dans le troisième round, il y a quelques directs du bras arrière qui passent, il y a quelques frappes qui commencent à toucher. Et je vois que ça le fait douter quand même. T'es très alerte pendant un combat, parce que là tout à l'heure, tu disais que t'écoutais aussi le coin de Hack, ce qu'il disait. Tu regardes sur son visage, t'essayes de lire certaines informations que tu peux avoir. C'est aussi une de tes forces de rester très lucide, très conscient pendant un combat? Ouais, je pense que j'ai quand même beaucoup d'années de compétition malgré tout. J'étais judoka pendant toute ma vie. Je me souviens pas d'un jour dans ma vie où j'ai pas été combattant entre guillemets. Et c'est un truc où j'ai toujours eu l'habitude d'être coaché. Et je pense que j'entends toujours, même sur un test match, sur un entraînement, je suis capable de dire ce qui s'est dit dans le combat, même si ça part à la bagarre, je suis capable d'entendre. Il y a il y a du coup cette entame de 4e round sur laquelle on va venir, parce qu'on a parlé, donc on a bien détaillé 1 et 2, ils sont Hack réussi à scorer, normalement les remporte, et puis le 3e c'est un petit peu le tournant où tu prends un peu plus l'ampleur de ce combat, et le 4e, ce qui est intéressant, c'est que c'est une zone que tu connais pas, c'est les fameux rounds de championnat, c'est là où Hack lui a beaucoup d'expérience, notamment sur ses 2 derniers combats qu'il a remportés au bout des 5 rounds. Donc il a cette expérience, il l'a prouvé encore parce que sa gestion était bonne. Qu'est-ce que toi tu dis à l'entame de ce 4e round? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses, de dire tiens, je rentre dans une zone que je connais pas encore? Non, pas trop en vrai. Le 4-5, sans l'avoir fait, j'étais persuadé que ce serait chez moi. Parce que ta prépa physique? Parce que la prépa physique, parce que le nombre de test matchs que j'ai fait dans cette zone-là, parce que je suis vraiment... j'ai toujours été capable de tenir cette puissance au sac sur n'importe quel effort. Je bosse en fonction et je suis capable de faire plus. Sur les test matchs, j'ai enchaîné des partenaires différents d'affilée. On faisait des 6 rounds, parfois plus. Et j'étais capable de mettre de l'intensité, même avec plusieurs partenaires. Et j'ai gardé cette notion de puissance et d'être capable de lutter, etc., et de frapper fort. Ces prépas, ces test matchs en synchrone, tu les faisais même déjà avant quand tu préparais des combats en 3 rounds, ou alors spécifiquement depuis, ça fait maintenant 1 an et demi que t'attendais Hack, donc peut-être que tu as eu l'habitude de les faire. J'en ai fait quelques-uns. Mais même avant de préparer Hack, tu te prépares en synchrone aussi pour être sûr de tenir? Non, sur le début d'un camp d'entraînement, je vais faire des synchrones, voire plus même.
Mais en général, on les fait en gros gants pour les dégâts d'une manière générale. Bien sûr. On reste un sport où il faut quand même faire Se attention préserver, à les la santé, coupures, se notamment, préserver, etc. ouais. Exactement. Mm. Et donc, on va plutôt les faire en gros gants. Et dès qu'on se rapproche du combat, je loue une cage, je me mets dans un espace où je suis seul avec un partenaire. Et même les règles changent. On part sur un 3x5. Et même si c'est souvent des gens que je finis par connaître dans les test matchs, il y a cet aspect de... on est partenaire, il y a quand même des choses sur lesquelles on fait attention, les genoux à la tête, les coups de coude, etc. Il y a des phases, les coups de pied retournés, on essaie d'avoir un minimum de contrôle pour ne pas se blesser, on Bien reste sûr. partenaire. Ouais. Mais l'intensité change totalement. Et mes coachs préviennent aussi, et quand on les invite, on les prévient dans le sens où c'est un vrai test match. C'est un vrai test match, on est là pour vraiment échanger et faire un combat dur. Et c'est un 3x5. Et on reste sur un format 3x5. Pendant longtemps, j'en faisais plus. Et je pense que c'était une erreur. Parce que du coup, j'avais tendance à un peu laisser passer certains rounds, comme j'ai pu faire là. Et du coup, je pense que le format 3x5, être capable de s'entraîner sur le format spécifique de la compétition, c'est important. S'entraîner pour un amateur sur du 3x5 alors qu'ils font du 3x3. La dynamique est totalement Il différente. n'y a pas forcément d'intérêt. Ouais. Donc c'était assez spécifique. En tout cas, sur la fin, à cette sur la fin dernière de année et demie. préparation. Ouais. Bah là, on a bien senti en tout cas que ça avait payé. Et d'ailleurs, Anto, alors Lucie et Antoine le soulignent bien en commentaire, mais c'est vrai qu'on le ressent bien. À partir de ce 4e round, il y a des réactions que Hack n'avait pas avant, c'est-à-dire d'aller coller, alors que lui ne le faisait pas du tout dans les 3 premiers rounds. Mais c'est vrai que justement, à la suite de ces coups durs que tu arrivais à distribuer de manière plus limpide, plus percutante dans les 4e et 5e, bah c'est finalement Hack qui lui voulait venir coller pour laisser un petit peu passer la tempête, et ça on l'a senti. Bah, je pense aussi, lui, dans sa préparation, il se disait, t'as jamais fait de 5 rounds, donc oui, forcément, il est prêt. Il dit, chaque combattant, faut se méfier de tout le monde, mais peut-être aussi, il dit, ouais, il a jamais fait de 5 rounds, il peut aussi baisser en énergie et en fatigue, et ce 3e round lui a montré que non, tu as été plus agressif, tu as mis beaucoup plus de pression, et dans le 4e round, tu as commencé assez fort aussi dans ce 4e round, tu as direct, comme tu disais, pris le centre de la cage, été lui mettre la pression. Est-ce que tu penses qu'il était prêt à ce que tu sois aussi offensif dans ce 4e round? Ouais, je pense qu'il se disait peut-être que les premiers rounds seraient les plus difficiles et qu'après il pourrait dérouler son jeu habituel en se déplaçant, etc. Et que le début des combats, le début du combat serait le plus compliqué. En plus de ça, il a une info où justement tu disais sur l'amener au sol qui est réussi, même si je me relève, où il se dit c'est peut-être une porte de sortie. Et en vrai, Hack il s'en sert beaucoup sur ses combats. On l'a vu beaucoup de fois amener au sol sur ses combats, finir un round par une petite amenée, quelques frappes, il se relève. Il a scoré, il a gagné. Et très malin dans tous ses aspects, très malin, très tactique. Très malin, on va y revenir sur le 5e round parce que c'est ce qui tente sur la phase du finish aussi. C'est ce qui tente, et c'est là où on se dit, parce qu'il part en single leg, alors là je pense qu'il part en ce qui peut partir parce qu'il était quand même sonné, mais c'est une porte de sortie qu'il a aussi essayé de prendre au moment où finalement tu réussis à le terminer. Donc toi aussi tu as une lucidité qui est assez exceptionnelle à ce moment-là, de réussir à rebondir, à réagir, parce que s'il arrive à te coller et qu'il y a 50 secondes, potentiellement ça peut durer longtemps. Et en tout cas, ça peut durer jusqu'à la cloche de la fin du round. Simplement, est-ce que tu penses que niveau striking, tu aurais dû insister sur des combinaisons un petit peu plus longues durant tout le combat? Est-ce que de temps en temps, t'es pas sorti un petit peu trop vite de ces phases de striking que tu essayais d'entamer? Ouais, non, c'est clairement l'aspect qui m'a manqué, parce qu'il a manqué des choses. Et en vrai, je suis quelqu'un qui se remet en question et je vais pas être du genre à dire j'ai gagné, peu importe. Mais d'ailleurs, merci là pour tout ce que tu dis, parce que évidemment, comme la première partie du combat est plutôt perdue, et on se permet d'essayer de comprendre, d'avoir les clés aussi par rapport à ton analyse, mais du coup, tu analyses de manière assez froide et concrète ce qui s'est passé, en bien comme en mal. Donc merci de jouer à ce jeu-là aussi avec nous. Ouais, non, ça fait partie du jeu et je pense que c'est important de le faire aussi. Mais je trouve qu'il y a quand même un aspect où j'aurais dû mettre plus de volume, même dans l'idée de le provoquer plus, l'erreur. Et ça, peut-être que c'est quelque chose qui a manqué. Je suis resté un peu trop entêté.
J'étais dans mon truc de vraiment, dès les premiers rounds, j'avais l'impression de calibrer de plus en plus et j'étais persuadé, complètement, convaincu du truc de il allait tomber et ça m'est peu arrivé dans mes combats. Il y a eu plein de fois où j'ai eu des combats, où, où je touchais même tôt dans les rounds et où je pouvais me dire, «Ah, il y a peut-être un monde où j'arrive à l'avoir», mais pas aussi convaincu du truc et pourtant c'était là où c'était le moins, «prévisible» entre guillemets et du coup, vraiment j'avais cette sensation-là et même au fur et à mesure, du 4e, quand à l'entame du 4e, je me dis que c'est ce round-là où il va tomber et j'en suis persuadé comme jamais j'ai été persuadé dans ma carrière. Donc ton game changer, on va dire mental, il se fait dans l'interround 3-4, c'est Ouais. pas 4-5? Non, C'est avant que ça se fait? c'est 3-4 et je finis le 4e et je me dis et là, il y a un moment où je me dis, faut quand même que je trouve la frappe. Mais même là, je m'affole moins que ce que j'ai pu faire dans certains combats où j'étais mené. Et j'ai quand même cette sensation où quand j'avance, finalement, je me précipite pas tant que ça et je mets la pression doucement et j'engage pas tant que ça non plus. Et en vrai, j'attends la frappe. Et là, peut-être que j'aurais dû provoquer un peu plus. Mais encore une fois, il faisait les bons choix et ça a été aussi bien pour lui. Et pour revenir sur la lutte, où j'ai pas eu trop l'occasion de répondre sur la lutte, je pense que justement avec ce qu'il fait dans le 2e où je me relève, et ben dans le 3e, 4e, 5e, je sais pas combien d'amener au sol il tente, je sais pas compter, mais dans l'idée il en tente beaucoup. Et je pense que c'est un truc où même si des fois il s'en sert pas simplement pour tourner, et encore une fois il est malin, si je rentre les mains, si je commence à défendre, et ben il s'arrête, il s'entête pas pour pas se fatiguer. Mais dans l'ensemble des 3 derniers rounds, il commence de plus en plus à lutter. Et Ouais, mais il moi, en fait moi je 3 le. par contre, il en fait 3 par round à chaque fois. Mais Ouais. je le. Si on compte pas le finish Ouais. que tu lui infliges, c'est 3 takedowns au moins par combat. C'est par round Ouais. dans Mais ce combat-là. pour moi, il cherche plus des moments de repos que des vrais clairement. takedowns. Tu vois, enfin, je le vois pas Ah, mais c'est pour se tactiquement. reposer, hein. C'est clairement du repos Ouais. plus que des amener au sol. D'autant que il sait que s'il va au sol avec toi, normalement, il est en danger. Donc, je pense que c'est Ouais, quelque en chose vrai, qui. sur la phase, je C'est une pense porte de que sortie qu'il cherche à sur trouver. sur le 2e, quand il m'amène, je pense qu'il se sent très en danger, il tente pas de frapper. Je suis en train de le charger, il se sent quand même. Je me relève parce que je voulais pas finir le round sur le dos. Ouais. Mais en soi, je pense qu'il était très en danger et très, très vigilant sur ce qui se passait au sol. Et je pense qu'il s'est pas dit que c'était un endroit safe. En inside, parce que tu parlais de ces interrounds qui ont aussi été importants, parce que malheureusement, c'est pas sonorisé. Enfin, en tout cas, sur Ouais. ce combat, c'était pas sonorisé, donc on n'entendait pas ce qui se disait dans le Jean ring. et Philippon, Mais- ils sont parfois contents que ce soit pas. Alors, Je me souviens, ça pour le coup, C'est je me peut-être souviens de pas temps de en temps. tout ce qui se raconte, mais des fois, il y a des Et, trucs. même si tu te souviens pas du détail de ce qui s'est dit, toi, qu'est-ce qui se passe dans ces coins-là, dans ton coin, dans ces moments-là, entre le 3 et le 4, entre le 4 et le 5? Est-ce qu'il y a des mots particuliers qui te font avoir un petit déclic? Est-ce que c'est toi, en leur parlant, qui du coup te dit tiens, faudra mieux que je fasse ça? Comment se passe vraiment l'inside de ces moments-là? Ouais, en vrai, on a une cohésion qui est importante avec Nicolas Filipponi et Jean Hendeuil. C'est des partenaires que j'ai depuis très longtemps, ils m'encadrent depuis très longtemps. Et il y a un truc où ils me connaissent bien. Et on a un format, ils viennent aussi sur mes test matchs. On fait tout un truc où c'est pas seulement des coachs comme ça, c'est des gens avec qui je suis tout le temps. Et il y a cet aspect où ils me connaissent. On commence, je bois, on rappelle d'abord les consignes techniques, donc le plus important entre guillemets techniquement, et après il y a l'aspect motivation plutôt en fin d'inter-round, et c'est leur manière de faire qui me convient bien. Ça veut pas dire que ça convient à l'ensemble des athlètes. Il y a des athlètes qui ont besoin de beaucoup de conseils techniques, il y a des athlètes qui ont besoin de beaucoup de motivation. Moi, j'ai besoin d'un entre-deux et en tout cas, ça me convient leur manière de faire. Et Nicolas Filipponi qui regardait un petit peu, je sais pas si vous voyez sur l'inter-round, il regarde un peu Hack et il me dit il est mort, il tiendra pas les 5 rounds, t'es frais, tu vas l'avoir. Il est en train de craquer, il lutte parce qu'il en peut plus, il a besoin de repos. Mais ils disent quoi tu te rappelles ce qu'ils disent entre le 4 et le 5? 4 et 5, ils me disent il y a des frappes qui touchent. Je suis persuadé que tu vas l'éteindre, mais
faut que tu t'engages un peu plus, provoque-le, il va finir par vouloir échanger, tu vas le contrer. Nico, c'est ce qu'on disait avant d'enregistrer l'émission, mais ce round-là, il change ta vie, il change ta carrière, parce que les rêves que tu as et les ambitions que tu as, qui sont de plus en plus concrètes d'aller à l'UFC, si tu perds ce round, c'est quasiment mort. Ouais. Et ça, tu le sais aussi. Est-ce que tu y penses précisément à ce moment-là, en entamant ces 5 dernières minutes de cette 5e reprise? Est-ce que tu dis, si je gagne pas ce round par KO, par soumission, c'est mort pour la suite? Non, j'essaye de me détacher un peu de ça. Et c'est pas facile, surtout dans la préparation, même. C'est pas toujours facile de se détacher du résultat qui a tant d'importance. Mais c'est vrai pour cette ceinture, c'est vrai pour ce combat, mais en vrai, c'est vrai pour tous les combattants. Un combattant professionnel, il perd un combat. On l'a vu avec des combattants qui avaient déjà prouvé 1000 choses. Ils perdent un combat, ça devient tout de suite des moins que rien. C'est assez fou dans l'opinion publique, comme on peut passer de la gloire à rien en une fraction de seconde. Et donc j'essaie un peu de me détacher de ça, et je reste un produit du sport, et j'aime le côté sportif, j'aime le challenge, j'aime ce côté-là, et j'essaie plus de m'enfermer entre guillemets là-dedans pour dire ok, c'est mon moment. Il faut que ce soit une motivation, et j'adore ce côté-là du moment, de se dire c'est mon moment, c'est mon heure, il n'y a personne qui me l'enlèvera. Ok, ça reste une motivation, mais je dois pas tomber dans l'inverse. Si ça marche pas, et ben je me retrouve à pas pouvoir recombattre pour mes rêves. Et bah ouais, peut-être, et bah ça, faut pas que ce soit négatif. Et j'arrive à garder le positif, en tout cas sur ces derniers combats. En tout cas, le positif, il nous aura amené à 1 minute 14 de la fin du combat. C'est là que commence très précisément ça part en taux par un crochet du gauche. C'est celui-là qui change tout. Ouais. Derrière, Nico qui va en direction de Hack, qui est contre la cage, qui est un petit peu recroquevillé. Là, tu continues en striking. Et justement, Anto, c'est là qu'il y a cette phase où Hack, de manière un peu désespérée, descend, tente le single leg. Et là, super réaction de Nico en défense qui justement empêche Hack de pouvoir prendre sa jambe et qui va directement dans son dos. Je t'avoue que dans la rédaction, ça a crié. Au moment où tu le touches la gauche, on était 4-5 à préparer le Sunday, ça a crié parce que à ce moment-là, toi, tu étais persuadé de l'éteindre dans le 4e ou même le 5e. À ce moment-là, on savait que c'était fini. On sait pas pourquoi, mais à ce moment-là, quand tu le touches de la gauche, déjà, est-ce que c'est préparé ou c'est une réponse c'est un réflexe, c'est où tu avais préparé ce coup à le crochet du gauche? Ouais. Non, en vrai, j'ai des infos, mais il changeait défensivement pas mal parce que en général j'ai des schémas pour amener mon crochet du gauche. J'ai plusieurs schémas pour amener mes frappes fortes, et il changeait souvent l'ordre de ses défenses, et du coup ça m'empêchait de trouver les solutions. Et là, c'est vrai que la phase d'avant, il se décale un peu sur ma gauche. Et je vois qu'il se décale et il veut engager et esquiver. Sauf qu'il le fait un poil trop tard. J'ai le bon timing, et c'est ça qui fait que... Mais en plus, il y a quand même cette sensation quand on met un coup dur. J'ai la sensation d'avoir touché. Et je vois, bien sûr, on voit physiquement, mais aussi dans la sensation de frappe. C'est pas la même chose quand quelqu'un prend une frappe et quand son corps reste plus en place quand on met une frappe et qu'il est pas touché. Il y a de la résistance sur le point. Alors que là, je sens que mon point le transperce. Et déjà, c'est une bonne info pour moi, ça c'est sûr. Mais après, ces derniers instants de lucidité, je vois qu'il lutte. J'essaie de finir plutôt avec ma droite, parce que je frappe aussi fort de la main droite, et je m'attendais à ce qu'il descende, donc je mets des uppercuts mais il arrive à saisir ma jambe. Et après, ça reste du réflexe. La prise de décision, elle est rapide. Je me dis qu'il faut que je frappe quand j'arrive en arrière, et je vise plutôt un TKO dans les premières sensations. Mais il essaie de se relever à ce moment-là, et s'il se relève et qu'on se retrouve sur un temps mort contre la cage, je suis mort, et c'est pour ça que je prends le dos.
Mais Il faut être hyper lucide pour Ouais, faire c'est ça. Faut être lucide, faut avoir l'instinct. Parce que là, tu disais, mais regarde-le, entre le moment où il essaie de te saisir et le moment où tu es dans son dos, il se passe quasiment rien. c'est C'est-à-dire que très la court, prise de c'est décision, vraiment très elle est très très rapide. Ouais, Là, mais, est-ce que c'est plus une prise de décision ou de l'instinct qui parle? je pense qu'il y a un peu des deux. Combien de fois je me suis retrouvé dans cette situation à l'entraînement? Je serais incapable de le dire, c'est des positions où on se retrouve énormément à l'entraînement. Combien de fois j'ai fait le mauvais choix? Combien de fois j'ai fait le bon? Et cette prise de décision, en vrai, elle se fait au fur et à mesure des années. Et je pense pas que ce soit totalement de l'inné ou de l'instinctif et pas totalement de la prise de décision. Il y a un juste milieu où, finalement, en fonction de ses réactions, je décide de faire ce chemin-là. Et en vrai, pour l'étranglement arrière, je l'avais beaucoup bossé même pour la préparation précédente, en vrai. Et en vrai, sur même les défenses qu'il fait, j'entends en plus aussi qui dit il défend pas, ou Antoine, je sais plus. Ouais. Ah, ça, il dit ça. Et ça, par contre, on l'entend. Ouais. Il défend pas, continue. Et en vrai, il défend. Juste, je suis sur son menton au début. Ouais. Je suis sur son menton au début. C'est ça, Et je pense qu'il se parce dit. que tu as placé le crochet à ce moment-là. Ouais. Par contre, tu es obligé de replacer un moment. Donc, tu desserres Ouais. l'étranglement et finalement, tu le C'est ça. replaces. C'est ça. Hein. Ouais, en fait, je pense qu'au début, il rentre le menton et je sens que je suis pas hyper bien placé. Mais avec le menton, au début, je pense qu'il se dit j'ai pas besoin de mes mains pour défendre parce que j'ai le menton. Et du coup, il met ses mains sur mes talons pour ouvrir les crochets. Mais rapidement, il se rend compte que je l'étrangle quand même et que j'ai assez de force pour pouvoir le finir, même avec le menton. Et en vrai, il y a un Brésilien qui venait au club, qui est en plus maintenant l'un des entraîneurs des Fighting Nerds. Il est repassé à Paris d'ailleurs pour l'opposition entre les Français et les Fighting Nerds. l'UFC, Rufi et contre C'est ça. BSD et Imavov. Et Rodrigo, l'un des entraîneurs, était au NR Fight c'était avant le Covid, donc ça fait quelques années, mais il venait et il a donné des cours de jiu-jitsu brésilien et il s'entraînait avec nous. Et il disait un truc, en dessous du sourcil, c'est le coup. Et c'est assez vrai. C'est pas vrai en grappling, parce que les règles font qu'on n'a pas le droit au neck crank, donc on n'a pas le droit d'attraper le menton. Mais par contre, en MMA, c'est très vrai. Donc en gros, si tu places quelque chose qui est même au niveau de la bouche, si la pression elle est assez forte, de toute façon, référence à Khabib contre McGregor, hein, et qui au final Chimaev Whittaker, avec les dégâts que ça fait sur Whittaker, qui a eu des dommages très sérieux. Donc voilà, à ce moment-là, tu sais que quoi qu'il arrive, comme tu as placé le crochet et que l'énergie et qu'il est aussi un petit peu sonné, que toi tu as beaucoup d'énergie, à ce moment-là, tu es quasiment certain de pouvoir terminer. Tu sais à quel moment t'en es dans le timing ou pas? Je me dis pas que je suis si proche de la fin. Ouais, c'est ça. Par contre, j'ai l'impression plutôt que c'est la moitié du round. Je sais pas si j'ai la notion de dire que c'est aussi tard. Ouais. Et non, peut-être dépassé, parce que j'ai entendu gens dire on a dépassé la moitié du round. Mais pas aussi proche quand même. Mais du coup, dans cette phase-là, quand il se rend compte que je l'étrangle vraiment, là, il va chercher ma main arrière et il défend. Et c'est seulement dans cette phase où il commence à défendre et je réajuste. Et là, je pense que quand j'ai réajusté et qu'il a senti que j'étranglais, je pense que là, il était déjà au bord de taper et il était déjà battu. Mais il faut souligner quand même la performance. C'était le premier à le soumettre. C'est sa première défaite par soumission. C'était un champion depuis 1000 jours. Non, c'est pas juste une simple victoire contre un champion du Cage Warrior. C'était un champion dominant qui avait jamais été soumis en MMA. Il avait, je crois, une vingtaine de combats pro. Il avait toujours il avait pris un seul KO et que des décisions. Donc, faut vraiment. Pour le soumettre, désolé l'expression, il faut avoir des couilles parce que faut y aller le soumettre celui-là. En vrai, ça c'est un point important quand même. Axe est pour moi quelqu'un qui a le niveau de rentrer à l'UFC. Je ne vais pas dire qu'il a le niveau UFC, on ne saura jamais malheureusement pour lui. Mais d'une manière générale, c'est quelqu'un qui avait le niveau pour rentrer à l'UFC, c'est une certitude. Cette victoire consécutive de défense de titre au Cage Warrior, il est monté 35 mondial. C'est, je crois, 3 dernières défaites, c'est que des gars qui ont été à l'UFC avant moi, tous, dont ce que je te disais avant, Tagir du clan Nurmagomedov, je me souviens plus de son nom de famille, mais voilà, dans l'ensemble de sa carrière, ses victoires et ses défaites, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau et il sort toujours
il sort toujours avec des belles performances et surtout, il se fait rarement finir. Il se fait finir une fois sur un high kick, il se fait surprendre sur un high kick, mais c'est la seule fois. Et sinon, dans l'ensemble de ses combats, il sort des grosses perfs. En tout cas, l'UFC, on espère aussi que c'est ce qui t'attend, Nico. D'ailleurs, on pourra vérifier. Hein. Est-ce que Bruce Buffer prononce de la même manière le nom Nicolas Leblond à l'UFC que le speaker du Cage Warriors? And the new Cage Warriors flyweight champion of the world, Nicolas Leblanc. Ça va, c'est pas mal, ça hein. va, c'est pas mal. C'est pas mal au final. Ouais, Non, ça va. Franchement, regardez mes premiers combats au Cage C'est pas Warrior pareil. et regardez les derniers. Et j'ai échangé avec lui. Il est cool. Et bah tu vois, c'est bon signe. C'est-à-dire que depuis, tu t'es fait un nom là-bas. Et que C'est ça. Bon, en même temps, tu commences à avoir de l'expérience au Cage Warriors. C'est ça. Au début, il accentuait beaucoup le S et beaucoup le D. Blonde, Je vais pas ouais. le faire. Ouais, déjà, il y a plus le blonde, bah, forcément. Ouais. C'est blonde quand il y a le D sans E. Pour Ouais. eux, c'est blonde quand même. Barrière C'est ça. sur Morgan, c'est Ouais. Charrière. Bon, en tout cas, ton bilan passe à 13 victoires pour 4 défaites et tu as placé la 6e soumission de ta carrière, il me semble, sur ce fight. Ça faisait quand même 2 ans et demi que tu n'avais pas placé de soumission. Ça aussi, ça t'a soulagé de renouer avec ce genre de finish? Ouais, pas tant que ça. En vrai, c'est pas un acquis sur lequel j'avais des doutes. Je travaille toujours, c'est ceinture noire de lutte à livrer depuis quelques années et j'ai fait des bonnes performances en grappling avant de signer au Cage Warrior. Même quand je me suis cassé la main, j'ai refait un petit tour en grappling et pareil, j'ai fait des bons résultats. Je suis assez confiant sur mon sol d'une manière générale. Juste les physionomies de combat ont fait que j'ai pas eu l'occasion, mais en vrai, c'est quelque chose où je me sens toujours dangereux. Ouais, 6e victoire de Randall Orga aussi. Emmanuel Fernandez, Morgan Charrière, Carla Moussou. On peut aussi citer Samir Faedine, qui a été champion dans la même catégorie que toi au Cage Warriors. Tu rejoins quand même un cercle assez fermé de tricolores qui ont été champions dans cette organisation. Tu la considères, tu la places où parmi les grandes organisations européennes aujourd'hui, le Cage Warriors? D'un point de vue histoire, pour moi, c'est numéro 1 en Europe. Ouais, devant le KS, du coup. Devant KSW, largement, même, je dirais, d'un point de vue histoire. Après, maintenant, sur les récents événements, du fait qu'ils prennent une dimension d'un point de vue show qui est génial, dans le KSW, et même, ils font beaucoup d'événements, ils organisent en France, donc nous, on ressent encore plus la dimension de cette organisation, mais ça reste l'organisation qui fait rentrer le plus de mecs à l'UFC. Ouais, donc ça reste d'un point de vue classement selon les catégories. Hein. Ils ont pas du monde dans toutes les catégories, mais en tout cas dans la catégorie, dans la mienne, il n'y a pas débat. Et il n'y a pas débat, ils sont largement devant toutes les autres organisations en Europe. Mais même dans les autres catégories, on voit Paddy Pimblett qui va combattre pour la ceinture intérimaire était au Cage Warrior, Aspinall était au Cage Warrior aussi, Yann Gary qui est dans le top 3 des moins de 77 était au Cage Warrior aussi. Il y a cette Topuria, il y est passé. Ouais, Topuria, il est passé, il a McGregor, fait un combat, tu vois, évidemment. Il y a cette histoire avec le Cage Warrior qui fait que tu as performé au Cage Warrior, il y a de grandes chances que tu puisses performer à l'UFC et au très haut niveau. En tout cas, les connexions sont belles, sont très claires. Et justement, c'est quoi la suite pour toi, Nico? Maintenant, tu as ta ceinture du Cage Warriors. Est-ce que une défense pour une revanche contre Hack est envisageable? Est-ce que si tu vas sur une défense de ceinture, tu as des noms en tête? Est-ce que l'échéance principale que tu vises, même potentiellement pour ton prochain combat, c'est l'UFC? Quelle est la suite pour toi dans les prochains mois? Déjà, pour Hack, malheureusement, j'ai envie de dire pour lui, j'ai eu l'impression d'enlever une belle épine du pied du Cage Warrior. Et oui, parce que simplement, c'était sa 3e défense de ceinture en 3 ans. Parce qu'il avait pris la ceinture en décembre 2022. Donc c'est un petit peu bloquer une catégorie pour des raisons qui peuvent lui être personnelles. Et en plus de ça, ils lui ont quand même mis Martignoni qui est resté un gros profil qui était dans la catégorie du dessus, qui descend pour affronter, pour prendre la ceinture, et qui reste pas un profil facile, qui a fait des gros combats, qui est en 8-1, je crois, quand il l'affronte. Donc, et puis il arrive à le sortir, il prend la petite star londonienne Jawani Scott, pareil, il arrive à le sortir, et du coup, finalement, à chaque fois, ils se disent « Oh non, encore lui !» Et ça se voit dans leur communication quand j'arrive, et ils veulent que je gagne. Ils veulent que je gagne, et c'est rare quand tu vas en Angleterre. Et alors maintenant, vu qu'ils voulaient que tu gagnes, donc ils vont vouloir te garder aussi, qu'est-ce que tu leur réponds Qu'est-ce que tu leur réponds alors? Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire?
Moi, bien sûr, si je peux signer à l'UFC demain, j'y vais. Et même avec mon agent, Graham Boylan, j'ai émis l'hypothèse de monter de catégorie si besoin sur un short notice. Donc ça, tu es prêt à le faire. Je suis prêt à le faire. Je suis plus lourd qu'avant. Et même si ça reste, c'est pas ma caté, hein, j'en suis conscient. J'ai quand même des armes pour aller chercher un combat dans une catégorie au-dessus. Donc j'accepte les deux catégories en short notice. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a quand même eu encore des contacts avec Mick Ménard, le manager enfin le matchmaker de ma catégorie. De ma catégorie, et je ne sais plus quelle catégorie d'autre il fait, mais il fait un petit groupe de catégories à l'UFC. Maintenant, est-ce qu'il me signe maintenant? Pour l'instant, on n'a pas de certitude. Il y a eu déjà des retours, des contacts, des échanges. Maintenant, est-ce que l'âge et le temps jouent contre moi? Ça, c'est une certitude. 31 ans. J'ai 31 ans. Mais ce qui alors oui, forcément là, vu l'âge du nouveau champion dans la catégorie des moins de 57, ça rajeunit beaucoup, mais 31 ans, ça semble encore possible. D'ailleurs, Anto, quand tu vois les catégories des moins de 61, moins de 57, je pense qu'il y a plus de choses à faire chez les moins de 57 kilos, là où il y a un petit peu plus d'espace que la catégorie des moins de 61. Ça paraît très bizarre, alors sauf pour un short notice parce que tu t'es montré disponible, mais sinon c'est plutôt la catégorie des moins de 57 qui semble s'ouvrir aux champions des moins de 57 du cage. Elle est plus intéressante aussi. Tu as le profil d'être champion d'une organisation européenne. Donc oui, ils vont peut-être pas te faire un pont d'or, mais en tout cas, ils peuvent plus te respecter maintenant que tu as ce statut de champion d'une grosse organisation. Et puis même au classement mondial, ils peuvent te respecter aujourd'hui. J'ai vérifié tout à l'heure sur le classement Fight My Trice, tu es dans le top 50 mondial. Tu es devant José Ochoa qui a affronté Almabouyev pour qui est top 13 ou top 11 à l'UFC, et tu es devant Lounir Kavana qui est lui 75e mondial et qui est dans le top 15 de l'UFC. Donc en fait, rien que par ton statut, ta performance et même ton classement mondial, tu pourrais demander à affronter ce genre de profil. En vrai, c'est ce qu'on demande, mais je veux pas monter progressivement, c'est pas l'objectif. Comme on disait, j'ai 31 ans. Le parcours sportif fait que moi j'ai envie de faire mon run, j'ai envie de tenter, j'ai envie de voir sportivement jusqu'à où je suis capable d'aller, jusqu'à où je suis capable de m'adapter, de faire une grosse préparation et d'aller chercher des performances que j'ai jamais été capable de faire. Et moi l'objectif c'est de monter rapidement. Sans le problème de peser, on pouvait me faire ce qu'on a fait à Lucien Keita, de proposer un top. Attention, comparaison dangereuse. Comparaison dangereuse, surtout que j'ai eu du mal à être au poids. Tu serais au poids, et ça, le côté professionnalisme, tu l'assumeras jusqu'au bout. Ouais, encore que ça arrive, j'ai eu quand même du mal cette fois-là sur la pesée. Il y a eu des difficultés sur le coaching, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir une prochaine fois. Mais en tout cas, je fais tout pour. Et en tout cas, sportivement, j'ai pas envie de faire cran par cran, monter petit à petit. L'objectif, c'est directement d'aller chercher assez haut. Je pense que ce combat m'a donné encore plus d'expérience et ce combat va me faire grandir. Je suis persuadé que ce combat va me faire grandir et que mon retour à l'entraînement, qui a déjà commencé, je vais avoir des vrais axes de progression, et même d'une victoire comme ça, à l'entraînement, au retour à l'entraînement, il y a déjà des éléments où on a des déclics, et ça a été souvent ça dans ma carrière en tout cas. Et s'il fallait viser l'UFC, se dire par exemple que le mois de septembre pour un UFC Paris ce serait le bon moment, est-ce que tu es prêt à faire une ou deux défenses d'ici là encore? Justement, dans l'aspect où je le disais, le temps joue un peu contre nous. Si je reste trop inactif, c'est sûr que l'UFC verra un côté négatif à ça. Et donc, ce qu'on se dit d'une manière générale, il y a un UFC à Londres en mars. C'est le 21 mars. Ouais. C'est le 21 mars. Et le 20 mars, il y a un Cage Warrior à Londres. Et les matchmakers sont très très souvent sur la carte du 20 mars. Et donc, peut-être que je serai appelé avant, peut-être qu'il y aura une opportunité avant. Et je ferai le maximum pour, entre guillemets, et le manager aussi. Maintenant, se préparer pour le 21 mars à Londres, à l'UFC, et se préparer en même temps pour une défense de titre le 20 mars, c'est pas déconnant non plus.
d'un point de vue sportif et d'un point de vue opportunité aussi. Les objectifs sont assez clairs hein, du coup pour Nico, et c'est vrai que c'est assez réalisable. Tu te dis quand tu connais les connexions entre le cage et l'UFC, et c'est le genre de plan qui ont l'air déjà le 20 mars, 21 mars. C'est vrai que généralement il y a l'atmosphère de l'UFC qui déborde un petit peu sur le cage, donc ça peut apporter une belle lumière sur toi et sur une potentielle venue à l'UFC. Merci Nico. Je pense qu'on a été assez clair, assez complet, je l'espère en tout cas. Mais en tout cas, toi, de ton côté, tu as tout dit, le message est clair, les objectifs sont mis sur la table. Là. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et à faire. Ouais. Merci d'avoir joué le jeu et de la transparence et de l'analyse aussi sur ce combat qui n'a pas été facile, mais qui finalement s'est terminé de la meilleure des manières pour toi. Tu es donc le nouveau champion des moins de 57 kilos au Cage Warriors, et on te souhaite tout le meilleur pour la suite, que ce soit au Cage Warriors ou à l'UFC ou ailleurs. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer dans la suite de ta carrière, et quand même à 31 ans tu as encore un peu le temps. Je sais qu'on a vite envie d'avoir plein de choses très belles qui arrivent rapidement, mais je pense que 31 ans tu as encore le temps de faire de très belles choses. Bon, merci Nico, merci. Tout le meilleur pour la suite, et à très vite, on l'espère, sur AMC dans le Fighter Club. Merci Anto, et merci comme d'habitude. Merci je crois que d'avoir accepté l'invitation. Je crois que c'est toi qui prends quelques vacances bientôt là, non? Ah ouais, moi je pars le 22 là, je pars loin. Ah, c'est ça. Bon, heureusement il y a Baba qui revient, qui lui est en vacances. Bon, on prend les vacances un petit peu avant Noël ici, donc c'est un petit peu le bazar, mais on se débrouille pour quand même vous proposer des Fighter Club durant ces périodes qui se rapprochent des fêtes. Nico, encore merci, très bonne fête à toi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, merci à Flavien Ziolkowski, à Daniel Torres qui était en régie avec nous aujourd'hui, et à très vite dans le RMC Fighter Club. Ciao. RMC Fighters Club.